Le 534e épisode du Coup Tordu, on parle vélo, on parle cyclisme. Bienvenue les amis, bienvenue dans le Coup Tordu podcast de cyclisme, tout simplement podcast fait par des passionnés pour les passionnés. Le Coup Tordu sur toutes les plateformes de podcast, la chaîne YouTube du Coup Tordu. Vous êtes désormais plus de 5000 à vous être abonnés à la chaîne YouTube du Coup Tordu. Un concept très très simple, le Coup Tordu, c'est des interviews, c'est également des previews. On entend par preview essayer d'analyser une course pour chercher tout simplement à savoir qui sera le vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le Coup Tordu, on cherche à savoir qui sera le vainqueur. Et là, on est là pour analyser tous ensemble la 7e étape de cette Vuelta 2026 qui va amener les coureurs du côté d'Aramón Valdelanires. Et pour cette preview de la 7e étape de la Vuelta 2026, le plus passionné des passionnés est dans la place, Monsieur Thibaut, alias la Thib. Comment tu vas, mon Thibaut ? Ça va très bien, mon cher Vincent. Parfait. Et toi, comment vas-tu ? Très très bien, Thibaut, très très bien. Moi, je voulais qu'on attaque cet épisode, si tu le veux bien, par deux petites actualités vélo avant d'attaquer la preview. Alors, je vous le dis, pour la deuxième actualité, je vais avoir un coup tordu à vous sortir, un vrai coup tordu, mais j'avais déjà sorti un coup tordu de la même mesure en 2024, et ce coup tordu derrière est devenu évident et c'est réalisé. Donc là, c'est encore un peu plus tordu, mais vous allez voir, c'est pas si tordu que ça. Non, juste la fuite en avant des coureurs de la Total Energy. On va rappeler, il y a Emilien Janière qui parle du côté de la Intermarché Lotto. On a Jordan Jegat qui file du côté de la Lidl Trek, Breuillard qui va chez Astana, et là c'est tombé il y a quelques heures avant le podcast, c'est Anthony Turgis également qui filerait aussi du côté des Astana. Donc en gros on voit que les pontes de la Total Energy, on va dire un petit peu les têtes d'affiche, s'en vont, alors qu'on a plutôt des bonnes nouvelles en off. Logiquement la Total Energy devrait continuer l'an prochain. Moi, sur les infos que j'ai, il y aurait peut-être un truc un peu avec plusieurs entreprises qui viendraient se greffer au projet. Thibaut, tu as peut-être un petit peu les mêmes infos. Je vais pas dire il y a un bad buzz, mais il y en a beaucoup qui trouvent ça un petit peu triste de voir tous ces coureurs quitter la Total Energy. Toi, c'est quoi ton sentiment précis là-dessus ? C'est une situation qui était quand même incertaine, un marché des transferts qui se boucle de plus en plus tôt, surtout pour des coureurs comme ça où on aime quand même avoir une visibilité pour l'année d'après. Il y a le jeu des agents, c'est un peu dommage, c'est vrai, parce que ça reste des figures de proue de l'équipe, mais ça reste aussi des gros contrats, des gros coureurs, des coureurs qui peuvent scorer et qui doivent aussi avoir un peu ce gage de stabilité pour l'avenir. Après, le contexte de la Total, contexte ou hors contexte, si on reprend un gars qu'on a reçu dans le podcast, Jordan Jegat, tu te rappelles parfaitement de cette interview de Jordan, je crois qu'on l'a eu au début de l'année 2024, et il nous parlait de ses rêves d'aller courir à l'étranger. D'ailleurs, je vais vous confier une petite anecdote, quand on a reçu Christian Kagestad, donc qui s'occupe de lui chez ANG All Sports, et Alex Carrera, je l'embrasse, big up à Christian. Voilà, on va bouffer, on fait un podcast, on fait la 400e au studio, on va bouffer ensemble après. Alors évidemment, Christian n'a absolument rien dit, mais à l'époque, les rumeurs envoyaient plutôt Jordan Jegat du côté de la Décathlon. Moi, j'ai cherché un petit peu à tester son regard. Je me dis, mais c'est marrant parce que nous, Jordan, quand on l'a eu dans le podcast, il nous a dit que il aimerait bien aussi aller faire un petit peu dans sa carrière, poser ses roues sur le Giro, que une expérience à l'étranger, c'est vraiment quelque chose qui le tenterait. Il me fait il m'a évidemment, Christian m'a absolument rien lâché. Je sais même pas si c'était signé à l'époque, mais est-ce qu'on peut dire, quand t'as un coureur comme Jordan Jegat qui a vraiment mouillé le maillot à 100% pour la Total Energy, qui va peut-être prendre 3 ou 4 fois son salaire chez Lidl Trek, j'en sais rien, c'est ce que j'estime à peu près. Est-ce qu'on peut pas ne pas être que heureux pour lui en vrai ? Oui, évidemment qu'on peut être heureux pour lui. Je pense que même si ça fait un petit coup au moral à Jean Bernaudot, c'est quand même la suite logique de voir ses coureurs se développer et d'atteindre le plus haut niveau mondial dans les grandes équipes. Donc c'est que la suite logique pour un coureur comme Jordan Jegat, qui a montré être parmi les top grimpeurs mondiaux quand tu regardes ses résultats sur le Tour de France. Et puis je vais aller encore plus loin, mais moi je trouve ça bien que y ait aussi un membre de la fratrie Turgis qui aille tenter l'expérience à l'étranger. C'est vrai qu'ils ont une image un peu franco-française, et
voilà, Anthony qui est encore sur le vélo, voilà, l'expérience du côté d'Astana, pareil, je pense qu'il a 30 ans maintenant, je pense 30, 31 dans ces eaux-là. Le fait qu'il puisse, on va dire, partir sur, on va dire, le dernier tiers de sa carrière avec aussi un gros contrat dans une équipe World Tour, j'imagine probablement un gros contrat et puis une expérience qui va aussi, je pense, l'enrichir tout simplement en tant que sportif et en tant qu'homme. Moi je trouve ça bien et en même temps je suis pas inquiet pour la Total parce que je me dis que c'est aussi l'occasion pour d'autres coureurs, Mathis Lebert par exemple qu'on a reçu dans le podcast, je pense à Ryan Boulawad qu'on aura bientôt, mais à d'autres coureurs de la Total Energy. Déjà ceux qui sont là, ça va leur permettre aussi de prendre plus de responsabilités dans l'équipe. Et puis aussi Thibaut, il y a énormément de bons jeunes en France qui sont dans les contis, qui sont, on va dire, niveau amateur, qui demandent qu'à se développer, soit des coureurs, on va dire, à maturité tardive, ou alors des bons jeunes à développer. Ça va aussi libérer des places pour certains coureurs. On va peut-être voir des mecs, des talents se révéler. Et encore une fois, du côté de la Total Energy, il y a aussi, je trouve, un pôle qui permet de développer les coureurs. On voit plutôt que c'est une équipe où les coureurs progressent. Donc moi ça m'inquiète pas plus que ça en fait. Ouais, ça m'inquiète pas plus que ça. Et puis comme tu le dis, Anthony Turgis, je vais peut-être même te reprendre suivant le mois dans lequel il est né. Il a soit 32, soit il va les avoir. Ouais, voilà, tu vois. Je le rajeunissais un peu, donc raison de plus. Ouais, non, on a fait des courses juniors ensemble, donc si moi j'ai un an de plus que lui, techniquement à 33 ans, il doit aller sur ses 32 où il les a déjà. Mais pour en venir au sujet, oui, en plus, c'est peut-être le moment d'aller goûter à une équipe étrangère. C'est terrible de se dire t'as 32 ans, mais t'arrives vers la fin de ta carrière sur ce cyclisme moderne où le peloton se rajeunit et où les têtes d'affiche partent de plus en plus tôt. Anthony Turgis, c'est fou de se dire qu'il est plus proche de la sortie que de l'entrée. Après, j'ai l'impression que ça demande quand même des efforts assez colossaux pour tenir. Après, ça dépend. On regarde Matteo Trentin qui est re-signé pour 2 ans à la Tudor. Il va terminer sa carrière à 40 ans, mais bon, il y a aussi, je pense, un cap. Je pense comme tout sportif de haut niveau, une fois que tu as passé les 30 ans, mais ouais, il y a beaucoup au niveau de l'hygiène de vie. Faudra qu'on en parle d'ailleurs. On aura un nutritionniste aussi dans nos interviews pendant l'hiver. Les fameux régimes de la Visma. Il y a Louis Barré qu'on a parlé dans le dernier Bistro Vélo. Alors ça fait progresser, mais c'est tout ça, c'est méga chaud à tenir et c'est des choses qui n'existaient pas ou peu dans le peloton professionnel il y a encore 10 ou 15 ans. Thibaut, le deuxième sujet, alors je vous le dis, vous tous qui êtes à l'écoute du podcast, le coup tordu, la première fois que vous l'aurez entendu, c'est dans le coup tordu. Alors là, je vais partir sur un vrai coup tordu, je vous le dis, je vous l'annonce. Thibaut, Émilien Jacquelin sera sur le Tour de France 2027. Tu vois, je pensais te faire un redressement des lombaires, commencer à avoir le coup tordu, mais je sais pas si c'est si tordu que ça. Est-ce que tu vois un peu le cheminement? Alors, je t'ai laissé avec Enzo un petit message en privé. Je le vois parfaitement et je suis sur la même longueur d'onde que toi. Alors, selon toi, Thibaut, selon quel cheminement, parce qu'on n'a pas parlé, je vous le dis pour vous tous, on n'a pas parlé du cheminement avec Thibaut qui amènerait Émilien Jacquelin sur le Tour de France 2027, mais pour toi, quel serait le chemin qui amènerait Mimile sur le Tour 2027? Il va avoir Tour l'année prochaine, quelques courses. D'accord, mais d'une semaine c'est-à-dire vas-y. Ouais, d'accord, mais dans quelle structure, dans quelles conditions, comment tu vois ça? Chez les Décathlons, quelle structure, la World Tour? Ah non, jamais. Non, là, on n'est pas sur le même chemin. Je rebondis. T'as lu l'article de l'équipe ce matin? Pas du tout. D'accord, voilà, on va faire un petit point. Donc Émilien Jacquelin va folder la saison de biathlon cette année. Voilà, c'est vrai qu'il a été quand même relativement correct sur la Poly-Normande. Ça, j'ai vu. Ouais, et surtout sur le tour du Limousin. Il y a une vidéo YouTube, j'en avais déjà parlé dans le podcast, où il montre un petit peu son entraînement. Il est au camp, il est à Chambéry, il est avec les jeunes au camp d'entraînement. Donc vraiment, il fait ça ultra méga sérieusement. Ensuite, Émilien Jacquelin va folder la saison donc de biathlon pour se lancer véritablement, faire l'hiver entier dans le vélo, ce qui n'a pas été le cas cette année. Et la probabilité de devoir monter en World Tour du côté de la Décathlon, c'est pas exclu, mais ça paraît quand même assez compliqué. La Décathlon, on a affaire à l'une des top équipes mondiales, donc les places sont quand même extrêmement chères. Donc même s'il réussissait à châter, on va dire, le 29e ou le 30e siège dans l'équipe World Tour de la Décathlon, j'ai du mal à imaginer qu'on l'amène dans le top 8 des coureurs pour aller sur le Tour de France. Au mieux,
Je pense que dans le meilleur des cas, on le verrait sur une Vuelta. Mais vraiment, voilà. Mais je vois, quand tu vois qu'un mec comme Noah Isidore, donc, qui est quand même ultra méga fort, doit encore patienter pour avoir sa place sur un grand tour. C'est pas le même aspect marketing pour les décathlons CMA-CGM. Entre Isidore et Emilien Jacquelin, excuse-moi de te le dire, il y a quand même un standing en termes de retombées d'image qui est quand même assez énorme. Les retombées, c'est Sexas, Thibaut. Là, ils ont pas besoin de... Tout est vampirisé autour de... Tu vois, je veux dire, Sexas, tu lui dis, tiens, on va te foutre un biathlète comme équipier sur le Tour de France. Avec ce qu'il a montré sur les dernières courses, honnêtement, tu peux le foutre en sacré coéquipier de luxe sur à peu près tous les terrains, parce qu'il va quand même te tirer de sacrés bouts droits. Donc, je suis pas sûr que ce soit un si mauvais désavantage pour les décathlons d'avoir un Emilien Jacquelin, par exemple, au départ du Tour de France pour épauler Sexas. Ouais, après il y a quand même de la concurrence au niveau des équipiers du côté de chez Decathlon, mais c'est vrai que le voir s'entraîner 6 mois de plus, faire un hiver entier, évidemment, logiquement, même s'il aura 31 ans, l'an prochain, il sera encore plus fort. Toujours est-il que dans cet article, ils indiquent donc qu'il va faire la saison entière de vélo l'an prochain, il va pas faire de biathlon, et donc du coup, comme il arrive en fin de contrat dans la Conti, dans la Next Gen de Decathlon CMA-CGM, Emilien Jacquelin a pris un agent, et donc cet agent s'est renseigné auprès des équipes pour voir qui était un petit peu intéressé, et il y a plusieurs équipes françaises qui ont montré un certain intérêt pour Emilien Jacquelin. Et dans les équipes françaises, là c'est là que débute mon véritable coup tordu. Moi je pense qu'il y a une équipe qui aurait tout intérêt à recruter Emilien Jacquelin, si tu vois ce que je veux dire, mon Thibaut. Une équipe qui est française de papier, qui dans son ADN ne l'est pas réellement, mais qui aime bien les petits coups de buzz, et qui, en arrivant sur la table de Christian Prudhomme pour sa candidature, parce que c'est une équipe qui va avoir besoin d'une wildcard pour aller disputer le prochain Tour de France, tu commences à me voir arriver. Si on arrive en demandant la wildcard à Christian Prudhomme, et qu'on arrive dans les bagages avec quand même l'un des sportifs les plus populaires de France, alors c'est pas non plus Martin Fourcade, mais ça reste quand même un mec qui est assez médiatique, je pense que là on ferait un mal de crâne supplémentaire. Enfin, imagine quand même le buzz. Alors, le Tour de France n'a pas besoin de buzz évidemment, mais je pense que du côté de Christian Prudhomme, il y aura une véritable excitation à voir Emilien Jacquelin sur le Tour de France. Je pense que c'est un mec, tu vois un petit peu le courant de pensée ou pas ? Je vois le courant de pensée. Après, si tu mises sur une équipe étrangère, est-ce que son agent aurait pas tout intérêt, par exemple, à jouer le jeu des sponsors, parce qu'on sait qu'il est ambassadeur des Giants, et négocier avec une partie de son contrat via le sponsoring avec l'équipe Jayco Alula. Ouais, mais est-ce que Jayco a besoin d'Emilien Jacquelin, tu vois ? Non, je te le dis, dans le jeu dans le jeu de son agent qui cherche un peu des billes un peu partout, ça peut être aussi une part de la négociation. Faut le rappeler, il est quand même ambassadeur de Giants. Ouais, après je pense qu'en retombée économique, il est intéressant pour une équipe française. Je pense pas qu'il soit... Parce que attention, hein, on le connaît en France, parce que le biathlon, il y a eu Martin Fourcade, et que du coup le biathlon est devenu un sport très populaire en France, enfin assez populaire en France. Et encore d'ailleurs, je trouve que Martin Fourcade, il y a quand même eu un avant et un après. Moi j'adore Quentin Fillon-Maillet, mais c'est quand même beau. Enfin déjà, c'est pas le même palmarès. Enfin quoi qu'il a aussi un très gros palmarès, mais ça communique quand même beaucoup moins. Martin Fourcade, on a affaire à un immense champion. Voilà, tout sport confondu. Voilà, il est dans les icônes du sport français. Et Jacquelin fait partie de toute une génération qui a été derrière Martin Fourcade. D'ailleurs, si un jour j'ai un deuxième podcast de sport à lancer, ça sera sur le biathlon. Je suis un peu moins depuis qu'on a lancé le coup tordu, mais le biathlon, c'est le deuxième sport. Je suis un peu moins, mais c'est vraiment le deuxième sport que j'ai le plus suivi. Mais pour Titima, pour les Rockets, pour moi, ils ont tenté cette année en disant on a Victor Lafay, on a Clément Venturini, ils ont tenté Arnaud Desmar aussi pendant l'hiver, ça l'a pas fait. C'était pas suffisant pour convaincre ASO. Là, je veux dire, après ils peuvent aussi aller récupérer un gros coureur français, je sais pas. Mais si t'as envie de faire un coup et mettre la pression à ASO pour être sur le prochain Tour de France, mais fonce sur Emilien Jacquelin. Je suis sûr et certain que c'est dans la réflexion de Titima, et en plus l'ADN de cette équipe des Rockets, parce que Jacquelin, bon, pour l'instant il fait le travail pour les équipiers, il a l'air d'aimer ça, il a l'air d'adorer ça, mais dans les interviews il parle aussi de vouloir placer des attaques, de faire un petit peu courir un petit peu
peut faire un petit peu du cyclisme comme il fait du biathlon, c'est-à-dire aussi tenter des coups un petit peu impossibles, être véritablement offensif. Pour l'instant, il ne l'est pas et c'est normal, mais les Rockets, c'est aussi une équipe qui lui permettrait de faire ça, si bien évidemment il en a les capacités. Pas l'équipe que je privilégierais, j'irais là, c'est peut-être un peu plus tordu, mais ça s'entend. Écoute, voilà, c'est mon coup tordu, voilà, Emilien Jacquelin avec les Rockets sur le Tour de France 2027. J'ai sorti le même coup tordu 2024. Voilà, j'avais évoqué Loulou à la Tudor pour que la Tudor ait une wildcard sur le Tour de France. À l'époque, c'était que des discussions et des rumeurs. Et voilà, bon, après, des fois, comme disait Roland Courbis, des fois on se trompe. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que je me trompe pas. Thibaut, on enchaîne sur la preview de cette 7e étape de la Vuelta. On va revenir un petit peu quand même parce qu'il s'est passé des choses complètement atypiques sur cette 6e étape. On va en parler dans la preview évidemment. Thibaut, donc 7e étape, je te laisse la main sur le parcours. C'est un parcours, on va dire, qui va monter crescendo et qui aura quand même pas mal de dénivelé positif sur la journée parce qu'on est à plus de 3600, donc ça commence à taper dans les jambes, mais ça se résume véritablement à une course de côte, une montée peut-être quand même un peu plus dure que des Font-Romeu et Ortières-Merlette, mais quand même assez roulante. Donc est-ce que c'est une montée qui fait des différences pour les leaders? Pas beaucoup. Est-ce que c'est une montée du coup qui devrait se disputer dans les échappées? Peut-être un peu plus. Est-ce que les Émiratis ont intérêt à rouler sur ce type d'étape? On peut se poser la question, même si, bon, on va dire que la mission d'aujourd'hui a été un échec pour Tadej Pogačar. L'objectif, c'était quand même de gagner du temps et beaucoup de temps sur ses adversaires au classement général, et au final, il gagne du temps, mais il en gagne peu par rapport à ce qui était sans doute prévu. Alors, 3600 mètres de dénivelé sur cette étape, seulement 150 km, donc c'est une étape assez courte, donc on voit quand même que c'est assez musclé. Pour toi, Thibaut, sur cette 6e étape, alors c'est quand même complètement atypique, hein, c'est rare de voir, on va dire, Poggi pas mis en difficulté quand même, parce que Enric Mas a réussi à revenir dessus. Alors Enric Mas complètement ahurissant. Je crois que la dernière fois, on a vu, on va dire, pas des trouages, parce que quand Tadej Pogačar, quand t'as un coureur qui remonte dessus et qui arrive à faire un sprint contre lui, on a presque l'impression qu'il s'est loupé. Mais il faut peut-être revenir à l'étape de 2025, c'est où il est battu par Vingegaard, où il fait sa fringale, ou éventuellement l'Amstel 2025. Mais c'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est quand même relativement rare. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Il l'a pas fait exprès, hein. Il n'y avait pas d'histoire de je récupère un mec pour faire la portion de plat en n'étant pas tout seul. Il n'était pas en gestion. Vraiment, Enric Mas avait plus de chambres que Pogačar, en tout cas sur le final de la montée de ce jeudi. Il était en fringale comme la dernière fois. Donc s'il était en fringale, tu le vois au pied du col, il prend un bidon, un soigneur, il s'arrose dessus, et pendant toute la fin de parcours sur le plat, il demande à boire, il mange un dernier truc, il était en début de fringale. Enfin, ou au moins un début d'hypo, je veux dire. Ouais, ce qui revient au même. Donc, ce qui veut dire qu'on sait que sur les fringales, généralement, on a tendance à voler 48-72 heures après. Donc, globalement, sur l'étape de dimanche, il va gagner avec 5 minutes d'avance. Mais, de toute façon, est-ce qu'il a besoin de ça pour voler? Oui. Non, mais bon, je veux dire, Pogačar en sortie de fringale. D'accord, oui, donc il nous a refait la même que sur l'étape, c'était sur l'étape du... quand il est battu par Vingegaard, du Luran, ouais. L'étape du Luran. C'est marrant, hein. T'as des coureurs, ils font une feuille, ça craque complet. Lui, Tadej Pogačar, il se fait juste rattraper par Enric Mas ou Jonas Vingegaard, c'est tout. Ouais, et là encore, il a gagné. Aujourd'hui, il a gagné au sprint. Un petit mot de la météo, Thibaut, sur cette 7e étape. C'est moins chaud qu'aujourd'hui aussi, parce qu'aujourd'hui, il faisait vers les 30 degrés. Là, on sera plus sur les 27 degrés. Vent relativement assez léger, défavorable au départ, mais on est sur du 11 km/h et qui va baisser pour la montée finale, où il sera plus de dos, mais très peu d'influence. Thibaut, alors quel scénario tu privilégies toi pour cette étape? Tu pars, t'es plus en option pique-échappée. Ouais, exactement. Je sais pas si Tadej Pogačar a d'énormes intérêts à faire rouler sur cette étape. L'étape de dimanche quand même paraît beaucoup plus trop à faire de gros écarts sur la montée qui servira d'arrivée. Donc je pense qu'on va tranquillement attendre dimanche et qu'on va laisser peut-être du côté des Émiratis, des équipiers tenter cette étape. Après-demain, samedi, c'est repos.
c'est les équipes de sprinters qui vont prendre le manche. Il n'y aura pas de possibilité tant pour Pogačar que pour ses coéquipiers. Ce sera repos et dimanche à fond les ballons pour mettre une sacrée claque au classement général et faire de très gros écarts pour vivre la deuxième et la troisième semaine un peu plus tranquille. Est-ce que tu penses pas qu'en dehors des UAE, d'autres équipes pourraient être tentées de jouer un GC Day? Après tout, Mas peut se sentir pousser des ailes. Donc là, dans le bus de la Movistar, on doit dire putain les mecs, on est au niveau de Pogačar quoi. Là, je pense que quand il rentre dans le bus, Enric Mas, il doit regarder tout le monde, tu vois, un petit peu en bonbon le torse. On voit aussi que Félix Gall est vraiment un petit peu en difficulté dans les descentes et ses courses de côte aussi. C'est aussi un parcours qui lui est favorable. Donc moi, je pense à la Movistar et à la Decathlon CMA CGM où ils se disent si Poggi nous met une branlée, c'est pas grave, mais à minima, si on joue la deuxième place, c'est peut-être aussi une étape où on va pouvoir un peu provoquer des écarts et élaguer le classement général. Gall, logiquement, on doit prendre une addition sur le contre-la-montre, même si on a vu sur le Giro qu'il avait progressé. Enric Mas, c'est aussi un petit peu la même chose théoriquement. Il y a des coureurs qui vont être meilleurs que lui sur le contre-la-montre. Donc, est-ce que c'est pas, on va dire, cette étape-là, une possibilité de tenter le coup? Et puis, je pense également à Oscar Onley qui a une revanche à prendre. Et là, on a une vraie étape, on va dire, ascension roulante avec un sprint en haut. Il peut aussi se dire, allez, si Poggi est à 85-90%, j'ai peut-être aussi un coup à jouer. Donc là, je vois quand même plusieurs équipes pour aller tenter un GC Day. Mon silence en dit donc. C'est quel intérêt pour finir au sprint avec Tadej Pogačar et se faire aligner avec peu de chance. On le sait déjà sur même on sait qu'il peut faire une légère différence sur alors certes il y a le dernier kilomètre qui est un peu plus en replat, mais juste avant t'as 7 km 640 à 7%. Est-ce que on tente le coup en sachant que Tadej Pogačar peut largement nous lâcher sans prendre trop d'avance et qu'entre les autres leaders du classement général, ce type de pourcentage sur ce type de distance ne fait pas trop d'écart, c'est quand même peu de possibilités que ce soit dans le sens de Tadej Pogačar que dans les autres, il y a quand même peu d'intérêt de rouler pour un gain risible en termes de temps au classement général. Je vais rappeler à tout le monde que jouer avec excès comporte des risques. Dans le lien de l'épisode, vous avez le numéro de téléphone de Joueur Info Service. L'importance du management de bankroll, c'est l'exemple de la 6e étape où je me suis complètement foiré sur l'analyse, mais vraiment du début à la fin. Et au final, sur le bilan bankroll, c'est 6 euros de perdu. Voilà, sur une bankroll à 10 000. Donc, c'est-à-dire, c'est jamais bien de perdre 6 euros, mais j'ai envie de dire sur le bilan annuel, ça sera quasiment $1. Pourquoi ? Parce que voilà, quand on est en management de bankroll et qu'on se trouve, finalement, il n'y a pas de conséquences. Donc voilà, c'est encore une fois, voilà, le management de bankroll, c'est ce qui vous permet d'éviter de vous prendre la tête quand il y a une perte, quand vous vous plantez tout simplement, ou que vous avez une mauvaise série, tout le monde en a, voilà, je veux dire, même les meilleurs dans le monde, et vous n'êtes pas obligé de faire des paris sportifs, hein, voilà, je vous incite pas non plus à ça, je le dis vraiment pour ceux qui mettent de l'argent. Je rappelle, pour les fantaisies, on fera un tirage au sort en fin d'épisode, on vous offrira une reward offerte par Petit Juju qui vous offre la reward de Domenico Pozzovivo. Vous êtes désormais un peu plus de 422 à être passé par notre parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, donc voilà, reward de Pozzovivo offerte par notre ami Petit Juju. On fera le tirage au sort en fin d'épisode, et pour intégrer les prochains, inscrivez-vous sur Side Limit avec notre parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc Thibaut, alors toi t'es sur le scénario échappé, moi je vous avoue que je suis plutôt vraiment sur du 50-50, hein. Je suis pas l'étape d'aujourd'hui m'a vraiment douché. Donc au niveau des cotations, on a Tadej Pogačar qui est favori à 2,75, on a Jevine qui est à 7,50, Léo Biziou à 13, Fortunato à 19, Tobias Allan Johannessen 19, Jarno Widar 23, Enric Mas, Ben Tullet, Félix Gall, Onley, Pablo Torres et Santi Buitrago. Thibaut, je t'écoute, quel est ton ou tes pronostics pour cette 7e étape de la Vuelta? Si tu l'as lu, je pars sur un truc osé avec Campouri, vainqueur au sommet de cette 7e étape. T'as dit qui? Campouri. D'accord. Alors, Campouri. D'accord. La cote, ouais, Marcel, la cote elle est à 51. On l'a vu très bon. C'était où est-ce qu'on l'a vu très bon récemment? On l'a vu très bon déjà dès sa reprise du côté de San Sebastian à la Classicoa. Exact. Ensuite, le lendemain, il va faire un très beau circuit de GXO. Il finit 4e dans un sprint groupé, on va dire. Et même aujourd'hui, hein, il va quand même chercher une surprenante 14e place avec les leaders du classement général figurant très bien dans le El Bartolo. Donc ça veut dire qu'il est en forme. Et il a vraiment passé un cap.
Moi, je me souviens, la première fois où j'ai été choqué de lui et où j'ai découvert son nom, c'était pas sur ses premières courses du côté de de la saison l'année dernière en Grèce, c'était plus en Norvège sur la dernière étape où je l'avais vu attaquer dans des petits radars, essayer de résister un peu sur une étape qui avait fini au sprint. Mais il avait été très fort ce jour-là et je me suis dit, lui, faut le noter dans un calepin. Et cette année, il semble quand même avoir pris une nouvelle dimension. Il est quand même allé chercher un titre de champion d'Espagne, mais on le voit de plus en plus sur les courses et récemment aussi. Tour de Suisse. Ouais, on voit qu'il a passé un cap. Ouais, Tour de Suisse, c'est lui qui fait deuxième sur l'étape qui est remportée par Romain Grégoire sur la deuxième étape du Tour de Suisse. Ok, donc pour ceux qui sont intéressés sur le Boucref, la victoire de Marcel Cambrubi, la victoire, elle est à 51. Est-ce qu'il y a... J'ai dit Campouri parce que c'est un jeu de mots avec des potes. Campoubi. C'est Campoubi. Voilà. Campoubi, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui te plaisent pour cette étape, Thibaut? J'avais mon interrogation. Je trouve que c'est une étape taillée pour, par exemple, des mecs comme de la Movistar, comme Pablo Castrillo ou même Ivan Romeo. Maintenant, je m'interroge. Pablo Castrillo, et tu l'as dit dans ton analyse d'hier, je t'écoutais sur les coureurs qui sortent du Tour de France. Il y en a pas mal qui sont moins bien. On le voit dans les déclarations aussi de Mats Pedersen qui déclare que il a laissé ses jambes sur le Tour de France. Il est surprenamment moins bon. Et Pablo Castrillo, si tu regardes ses derniers résultats, alors c'est soit il prépare très bien et il attend patiemment son coup, soit il est vraiment pas bien parce qu'il finit tous les jours devant la voiture balai. Non, oui, il y a un paquet. Ouais, alors ça, Castrillo, il a déjà été un peu coutumier du fait, un peu vraiment à débrancher le cerveau et ensuite à tenter de loin. Mais c'est vrai que Richie Tello pour l'instant c'est pas terrible. C'est intéressant d'ailleurs. Je remercie Flo, qui a posé la question que je me posais hier dans le podcast, qui a posé la question à David Moncoutier sur l'enchaînement justement de la Vuelta et du Tour de France. Et Moncoute mettait aussi le doigt sur quelque chose qui est important. En gros, il expliquait que éventuellement enchaîner les deux, oui, mais si tu te prends pas la tête avec le classement général. Et là, Mathias Kelmose, il a joué le GC sur le Tour de France, il rejoue le GC sur la Vuelta et on voit ça passe pas en fait. C'est que hormis Tadej Pogačar qui peut encaisser les énormes journées à kilojoules et qui ressent moins la fatigue que les autres, c'est un Tour de France qui a été extrêmement épuisant. Et peut-être qu'il y a quelques années sur des Tours de France où il y avait quand même des journées plutôt off et pas mal de journées off, sur ce Tour de France il n'y en a pas tant eu. Et puis quand il n'y en avait pas eu, quand il y en a eu, t'as quand même la chaleur qui vient te marquer le corps. Donc c'est un grand tour qui a été épuisant. Donc peut-être qu'enchaîner les deux, c'est un peu plus compliqué. On le voit avec Carapaz qui a du mal. C'est peut-être aussi un élément que j'aurais pu prendre en compte l'autre jour quand on en a parlé. Il était mieux aujourd'hui quand même, Richie. Il était mieux aujourd'hui, mais justement, la distance était peut-être aussi un peu plus longue. Si tu regardes, et je m'en suis amusé l'autre fois à regarder ça, l'autre jour, l'étape du côté d'Andorre était extrêmement courte. Et quand tu regardes les résultats de Carapaz sur les courses de moins de 110 km, excluons les étapes de clôture qui sont courtes mais qui ne correspondent pas à ses caractéristiques, même les étapes de montagne, il figure pas, il est pas ouf. Entre 14, 24, tu vois, il aime peut-être un peu plus le dur quand la fatigue et l'usure se fait, que ce soit des étapes comme des semaines qui s'additionnent. Donc, il sera sans doute mieux au fur et à mesure des jours, mais pour le moment, c'est pas trop ça. Et du coup, pour revenir à Richie s'est pas pris la tête avec le classement général. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand tu joues un GC, il y a pas une journée où tu peux ne pas débrancher. Tu vois, Carapaz, il y a des jours où sur le Tour de France, il a débranché. On l'a vu beaucoup à la fin parce qu'il était taquet, parce qu'il jouait le maillot des grimpeurs. Mais en vrai, il a pas fait 3 semaines taquet. Skelmose, par exemple, a fait 3 semaines taquet sur le Tour de France. C'est-à-dire qu'il y a pas, tu te dis, voilà, même sur les étapes de plat, tu te dis attention, faut pas que je prenne une bordure, faut pas que je prenne une cassure. Tout ça, c'est aussi de l'usure mentale. C'est en ça que la réflexion de Moncoute était vraiment intéressante et qu'il faudra prendre en compte pour les analyses à venir. Un mec qui dit, je fais un GC et derrière, je viens pour jouer les étapes, ok. Un gars qui nous dit je fais 2 GC à la suite, attention, et je vais me pousser encore la réflexion plus loin. Rappelle-toi Vingegaard l'année dernière. Vingegaard sur la Vuelta, il va le chercher avec 1 minute d'avance sur Joao Almeida. Il a été bon,
mais il a pas non plus écrasé l'histoire, quoi. Tu vois, ça a été un Vingegaard à 85-90%. Ça a suffi, hein. Il était le plus fort. Oui. Mais voilà, on voit que l'enchaînement des deux GC, en fait, il est vraiment. Sauf pour Tadej Pogacar. Sauf pour et encore aujourd'hui, il s'est fait doubler dans un col par Enric Mas. Qui aurait cru ça il y a encore quelques heures. Mais tu vois, il y a potentiellement des circonstances atténuantes à côté. Honnêtement, il n'y a pas une histoire de coup de barre Ouais, mais regarde la fringale. S'il a fait la fringale, ça veut dire qu'à un moment donné, il a fait une erreur d'alimentation. Bah, tout simplement, la répétitivité, l'usure des courses, la concentration tous les jours. Bah, à un moment donné, tu fais une erreur, tu vois. Après, c'est une erreur marginale. Oui, bien sûr. Que, bon, paye ta feuille. Hein. C'est pas la plus grosse des feuilles. Ou peut-être même, c'était peut-être même pas une feuille. Et au final, c'est vraiment le mec qui s'est dit, oui, bon, bah, j'ai pas plus besoin de forcer que ça. J'y crois pas, en sachant qu'il voulait quand même gagner beaucoup de temps sur ses adversaires au général. Fallait les assommer, qu'il les écarte ou pas. Le but c'était d'écraser, donc c'est peut-être un peu plus l'hypothèse de l'hypoglycémie qu'autre chose. Et puis on l'a vu quand même beaucoup s'arroser. La main à la poche sur les derniers kilomètres, ça trompe absolument personne. Totalement. Bah ouais, sur l'étape dont tu parlais tout à l'heure, là, l'étape du Laurent, en 2025, c'était exactement la même histoire. Donc c'était pire. C'était pire parce qu'il avait plus de bouffe et il faisait les fonds de râtelier sur les tubes restants. Donc c'est vraiment qu'il avait il était vraiment au plus mal dans ses réserves de glucides. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui te plaisent, Thibaut, pour cette étape du top 3, du top 10, des mecs sur lesquels tu vas avoir un petit peu le surligneur? Oui, bah je te disais, du coup, les Movistar, on a parlé de Pablo Castrillo qui est surprenamment mauvais ou du moins en retrait pour le moment, mais t'as un coureur comme Ivan Romeo qui avait déclaré que avant le chrono, il était quand même dans la forme de sa vie, il avait les jambes de sa vie. Il passe le chrono, il te dit j'avais pas des jambes si folles que ça, et là il est plutôt décevant qu'autre chose. Du côté d'Andorre, dans le Bexalis, il met vite les warnings. Avec plus de certitude, j'ai presque envie de te dire que c'est une étape Ivan Romeo. C'est une étape taillée pour lui, un scénario Fuga de la Fuga où il fait parler de ses qualités, il s'impose en solitaire. Non, bon, t'as quand même des possibilités d'arriver en petit comité. Faut avoir un petit sprint. Des mecs comme Léo Pizio, Ben Tullet, plaisant parce que c'est un bon sprint. C'est plus vers ces noms-là que je me dirigerai, des mecs qui sont rapides et qui grimpent plutôt bien en ce moment. Bah dans le même registre, Santi qui a l'air de se retrouver un petit peu, un Santiago Buitrago qui était pas ouf au début mais qui a l'air d'aller un petit peu mieux. Qui fait les coms, donc là c'est pareil, c'est une occasion d'aller chercher des points. Faut en profiter, hein. Quand tu regardes le classement avec les points attribués, demain t'en as quand même 20. La 8 t'en as 5, la 9 elle est intéressante parce que tu commences à en avoir 38, mais après t'as pas beaucoup d'étapes, t'as énormément de points. T'as la 12, la 13 et la 14, tu vois, il y a 20 points, mais t'as des incertitudes, et après t'as la 20 où tu sais que Tadej Pogacar devrait s'imposer au sommet de cette dernière difficulté s'il a envie et qui a 20 points. Donc c'est quand même l'heure d'aller chercher des points pour les mecs qui veulent le maillot. Enzo insistait dessus sur la preview générale, c'est que les points sont quand même pas mal condensés en ce début de grand tour, et Tadej Pogacar commence à faire l'écart. Totalement. D'ailleurs, les previews d'Enzo à retrouver bien sûr sur son site The Big Gear. Ok Thibaut, moi de mon côté ça sera nos bêtes complets sur cette étape, sauf si voilà la nuit porte conseil et que je vous balance un petit truc demain matin sur le canal Instagram du Coup Tordu ou sur le canal Facebook du Coup Tordu, mais cette étape je suis tellement parti à l'envers sur cette 6e étape que mais faut s'en détacher. Ah ouais, non mais tu vois, je suis assez d'accord avec toi sur le pic échappé. Je suis assez d'accord, mais maintenant, J-Vine, pour moi, c'est le nom qui revient logique, mais à 7,50, mais laisse tomber, quoi. Non, un petit fantasy sur sa limite. Franchement, c'est voilà. Tu vois, moi j'aimerais bien voir Ichitelo, mais parce que j'ai sa carte évidemment. Mais non, l'ami Camprubi, ouais, je trouve ça cohérent. Effectivement, c'est encore un mec, il est à 51. C'est un mec qui est en pleine ascension, qui est encore un peu sous les radars. C'est exactement le type de coureur. La Vuelta, c'est vraiment de toute façon le grand tour où très souvent on voit des mecs se révéler. On l'a dit sur le dernier Tour de France, c'est
très très rare désormais de voir un mec venir se révéler et remporter. Je crois que le dernier gars qui a remporté sa première victoire World Tour sur le Tour de France, il me semble que c'était Hugo Hull en 2022 ou en 2023. Mais tu te révèles plus sur un Tour de France, c'est que généralement tu as déjà gagné des étapes auparavant sur les grands tours, et ça depuis quand même depuis quelques années. Donc voilà, pour l'instant c'est un nom qui est connu par les mecs qui regardent le vélo, qui mettent le curseur dessus, mais on sent que c'est un mec qui ne demande qu'à exploser quoi en fait. Il manque cette étincelle, ce coup d'éclat sur une étape médiatisée, et effectivement je suis d'accord avec toi. Notre ami Camp Ruby, allez, je vais te suivre sur Camp Ruby, allez, on va le mettre, après faut courir avec du top 3, je vais voir si je peux le choper là, je sais pas si je l'ai dans mes équipes sur Side Limit, mais ça sera un petit fantasy de mon côté sur l'ami Camp Ruby, puis pareil, qui va prendre l'échappée, qui va pas la prendre. Et encore une fois, j'exclus pas du tout le scénario GC Day. Moi, ceux qui me font peur sur un scénario GC Day, c'est les Movistar. Franchement, avec ce qu'a fait Mas aujourd'hui, ils peuvent complètement manquer de lucidité, se sentir pousser des ailes et faire n'importe quoi. C'est possible, hein. Ils sont complètement capables, hein, de se dire allez, vas-y, il y a 3 minutes, on se met à rouler, voilà, allez, il reste 1 minute 30, Pogacar, il dit bon allez, l'effort est pas très gros à faire pour aller chercher l'étape, et c'est vraiment un truc, voilà, c'est surtout le GC Day qui me fait peur en fait. Même si je suis plutôt 51-49 comme toi Thibaut. On bascule sur le tirage à limite. Allez, basculons dessus. Allez, on offre, c'est Petit Juju, voilà. C'est Petit Juju qui offre la carte de Domenico Pozzovivo, qui, je pense, l'an prochain devrait. Faudra qu'on fasse un petit point d'ailleurs sur les classements UCI et sur les wildcards l'année prochaine pour les grands tours, parce que c'est quand même assez intéressant. Et moi, je pense que en théorique, alors, je sais pas pourquoi j'ai dit la MBH dans le dernier podcast sur l'équipe de Pozzo. C'est pas du tout la MBH, c'est la solution Tech Nippo Rally. Hein, je crois que c'est le nom précis de son équipe, qui est dans le top 30 UCI, donc qui pourrait faire son retour sur le Giro l'année prochaine. C'est l'ancienne structure, hein, équipe Coratec. Et je parlais de Léo Hayter également dans les derniers podcasts, hein, qui avait arrêté le cyclisme et qui a fait une belle 3e place sur le Tour du Poitou-Charentes aujourd'hui sur le contre-la-montre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Allez Thibaut, un petit stop pour lancer la roue. Stop. Allez, 422, vous êtes à être passé par notre parrainage Coup Tordu 0. Cyclo Club EC. Et c'est Cyclo Club EC, bravo à Cyclo Club EC, qui repart avec la carte de Domenico Pozzovivo. Encore une fois, une carte offerte par notre ami Petit Juju, qui a été manager de l'année 2025. Sur Side Limit, Thibaut, t'es prévu à retrouver sur Vélo Futé. Exactement, quotidiennement, jusqu'à la fin de cette Vuelta. Et parfait, et puis on se retrouvera demain pour la preview de la 8e étape, et je vous annonce également que je pense samedi il y aura également une preview de la Bretagne classique. Merci beaucoup Thibaut, merci à tous, et on se retrouve très très vite pour un nouveau Coup Tordu. Ciao les amis.